Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, pour ce nouvel épisode de Reboussolage, j'ai décidé de m'intéresser au patrimoine. Alors ça peut être assez paradoxal pour un podcast qui a l'ambition de reboussoler et de bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Mais je suis persuadée que ce n'est pas la table rase de reboussoler, et qu'au contraire, il faut déjà s'intéresser aux repères qui sont à notre disposition et à la question de ce qu'on veut transmettre dans cette période de grande transition, de crises multiples qui voient en fait nos fondamentaux très bousculés. Et j'ai le grand honneur aujourd'hui de recevoir dans Reboussolage Jean-François Hébert. Alors Jean-François Hébert, c'est un haut fonctionnaire qui a une carrière dont le fil rouge c'est vraiment la culture, puisque Jean-François, vous avez été directeur de cabinet de la ministre de la Culture, Christine Albanel. Vous avez présidé la Cité des sciences et de l'industrie. Et très important, vous avez passé 11 ans à la tête de l'établissement public du château de Fontainebleau. Vous avez vraiment donné une impulsion formidable à la fréquentation de ce château. Et vous avez également entrepris beaucoup de choses de la restauration, de l'ouverture de nouveaux lieux, du mécénat dont vous nous parlerez sûrement pendant cet épisode. Et puis, depuis février 2021, vous êtes le directeur des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture. Alors, c'est l'une des 4 grandes directions du ministère. Et Jean-François, j'aimerais déjà commencer par une question. Je crois que la notion de patrimoine a été inventée pendant la Révolution par l'abbé Grégoire, qui avait également inventé la notion de vandalisme et qui se battait pour défendre effectivement le patrimoine de la France, des châteaux, des églises qui étaient menacés par l'idéologie de certains révolutionnaires qui voulaient abattre les symboles de la royauté et de l'Ancien Régime. Votre direction est au pluriel. Aujourd'hui, on parle des patrimoines. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que les patrimoines, Jean-François Hébert ? Alors, bonjour à tous. Oui, les patrimoines, effectivement, c'est une notion très, très évolutive. Vous l'avez très bien rappelé. Il y a des origines à la Révolution. Et puis, il y a des grandes étapes qui ont marqué le 19e siècle. En fait, il y a des grands noms qu'on a tous en tête. Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc, évidemment, qui, avec la création d'une administration des monuments historiques, ce souhait de protéger les monuments justement contre des menaces. C'est un peu ça qui émerge au 19e, avec des grandes lois, mais très défensif. Et puis, c'est une notion qui a continuellement évolué au long des années. Évidemment avec des sauts très importants au XXe siècle et dans la période relativement récente finalement quand on y pense. Moi je repense aux années Lang qui ont été très, très marquées par l'extension du patrimoine. Par exemple, il y avait d'abord le patrimoine historique et puis on s'est intéressé au patrimoine industriel. On a commencé à classer ou à inscrire des sucreries, des chocolateries, des usines de toutes sortes. On s'est intéressé à un patrimoine beaucoup moins emblématique. Au départ, c'était plutôt les châteaux, les églises, le patrimoine religieux. Et puis, on s'est intéressé au patrimoine dit vernaculaire, en 2 termes. Mais vernaculaire, c'est le patrimoine local. Le petit patrimoine, voilà, le petit patrimoine, sans côté péjoratif, ils sont très importants. Le patrimoine de proximité, le patrimoine de proximité, les lavoirs, les petites chapelles, etc.
On a classé aussi, et ça c'est une évolution forte, des objets, des trains, des avions, des bateaux, toute une série de choses. Et puis la notion de patrimoine a dépassé le côté des objets proprement dit pour finalement aller plus loin. Et aujourd'hui, moi je suis directeur général d'une administration qui a la responsabilité de politique publique aussi différente mais en même temps complémentaire que l'archéologie, parce que finalement quand on pense à toutes ces découvertes et tous les vestiges qu'on tire, c'est du patrimoine, c'est notre patrimoine, c'est le premier patrimoine, celui qu'on extrait de la terre ou de la mer, des rivières. Il y a les monuments historiques dont on parle, qui sont l'origine de cette notion, mais aussi les archives. Les archives, c'est un patrimoine extraordinaire. Les archives, c'est la mémoire de la nation. Donc là aussi, il y a des origines très, très, très anciennes. Je pense aux musées qui rentrent aussi dans cette acception. J'ai la responsabilité de tous les musées. Il y a 1200 musées qui ont le label Musée de France. Et j'ai évidemment un contact beaucoup plus fort avec les musées nationaux que sont les grands vaisseaux amiraux que vous connaissez, le Louvre, Pompidou, Versailles, Orsay, tout ça, c'est des grandes institutions que tout le monde connaît et qui sont placées sous ma responsabilité. On ajoute à ça, vous l'avez mentionné, l'architecture pour faire bonne mesure. Mais voilà, c'est un champ extrêmement vaste et extrêmement riche, très complémentaire, avec très souvent des collections qui sont au cœur des grands principes. Au fond, j'ai la chance de diriger une administration ancienne, très structurée parce qu'il y a des textes très fondateurs de ces politiques différentes, avec des corps de spécialistes qui sont fantastiquement intéressants parce que c'est des archéologues, c'est des conservateurs, c'est des restaurateurs, c'est toute une série de spécialistes passionnés par l'objet même de leur métier, donc des gens de très haut niveau. Bon, pour terminer ce panorama, des moyens qui sont assez considérables parce que la France est parmi les pays les plus soucieux de leur patrimoine, très en avance. Je dirais pas que c'est le plus, on a toujours tendance à dire ça. L'Italie aussi, certainement. Voilà, exactement, l'Italie, pas très loin, il y a l'Angleterre, nos voisins. Parce que le patrimoine est là et qu'il y a une conscience collective de ce qu'il est extraordinairement important de le protéger, de le conserver et puis de lui donner vie, de le revitaliser, de continuer à, si possible, soit à lui donner une autre existence, soit à retrouver l'existence d'origine. Donc finalement, on est dans une conception moins défensive du patrimoine que dans le passé. Oui, et c'est très ouvert en fait. J'ai oublié une chose très fondamentale, qui est le patrimoine maintenant immatériel. On a introduit dans la notion de patrimoine, et c'est un peu perturbant quand on y pense, parce qu'on avait l'habitude d'objets, mais on a introduit le patrimoine immatériel, donc ça peut être des traditions, ça peut être des fêtes, ça peut être toute une série de choses. C'est très pratique, si j'ose dire, dans les endroits où le patrimoine mobilier classique est moins présent. Je pense en Outre-mer, où on a du mal à conserver les bâtiments dans leur état d'origine, et donc on est très attentif à toutes ces traditions qui sont très fortes, mais je parle du patrimoine en France, on pourrait l'étendre à l'étranger tout aussi bien. Et d'ailleurs, nous sommes à quelques jours des Journées européennes du patrimoine. Comment vous voyez les choses, le rôle de ces journées dans la transmission vers le grand public et aussi sans doute vers les jeunes générations ? Alors là aussi, on est à un moment tout à fait crucial, je dirais. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Je vais reparler de Jack Lang. C'est pas le seul ministre qu'il faut mentionner, mais il a quand même eu cette intuition que organiser la rencontre entre ce patrimoine que j'évoque, ces racines qui sont les nôtres, et le grand public était une nécessité absolue. Il l'avait d'abord fait pour la musique, on connaît tous la fête de la musique, puis ensuite il a cherché d'autres rencontres de ce type à créer, et on lui a proposé de mettre en place ces journées du patrimoine.
d'emblée, elles ont connu un très grand succès parce que accéder à des lieux fermés, à des lieux qui nous appartiennent, on a popularisé l'idée que ce patrimoine, c'est le nôtre, c'est celui qui nous permet de connaître nos racines, c'est notre identité, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui fait que les enfants retrouvent nos racines. On peut fonder des choses sur ce patrimoine, on peut créer à partir de ce patrimoine. C'est vraiment le départ de toute la culture. Et donc, d'emblée, elles ont connu un très grand succès, et ce succès ne se dément pas, c'est extraordinaire. On voit des fêtes comme ça, je ne vais pas les citer parce qu'elles sont quelquefois sous mon autorité, qui s'essoufflent un peu, faute d'être renouvelées. Mais c'est pas vrai du tout pour le patrimoine. Chaque année, il y a des sites nouveaux qui sont proposés. Chaque année, on trouve des animations à proposer. Les portes s'ouvrent et on accède à des lieux. Alors évidemment, il y a ce côté lieux cachés auxquels on a envie d'accéder parce qu'ils sont interdits le reste du temps. Donc c'est très stimulant. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment la journée ou les 2 jours ou les 3 jours pendant lesquels on peut s'approprier, se rendre compte qu'on est tous un peu propriétaires de ce patrimoine, être fier de l'entretien qui est fait, parce qu'au fond on accède à des lieux qui sont plutôt en bon état. Alors, il y a des tas de discussions sur le patrimoine en péril, sur l'état de notre patrimoine. La Cour des comptes fait des rapports, Stéphane Bern intervient et c'est très bien, mais globalement on a vraiment des motifs d'être fiers de ce que les générations qui nous ont précédés et ce que nous-mêmes faisons pour maintenir ce patrimoine en état et pour qu'on puisse tous en profiter. Donc ces journées sont un moment très fort, le succès ne se dément pas et ça touche de plus en plus les jeunes générations. Alors justement, pour que ça touche les jeunes générations, aujourd'hui il faut une dimension d'expérience. On ne peut pas uniquement être, j'imagine, dans une approche très historique, très professorale, très livresque. Il faut vraiment, et c'est ce que vous disiez à propos de Jack Lang sur effectivement la fête de la musique, etc. Il faut trouver en fait les moyens de faire vivre quelque chose de différent dans les monuments historiques, dans les musées ou même dans ce patrimoine de proximité que vous évoquiez. C'est très vrai. Ce qui était exact dans les années 80, c'est qu'il suffisait d'ouvrir les portes. Au fond, c'était ça le miracle et la découverte. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque les portes sont régulièrement ouvertes et les gens sont demandeurs de plus que ça. Il y a toujours le contact avec le lieu, évidemment. Mais on recherche de plus en plus, en effet, l'expérience. Et j'ai eu cette occasion à Fontainebleau de le mesurer, parce que finalement, Fontainebleau, c'est un lieu qui a traversé des révolutions, des tempêtes, tout bêtement des inondations, des épidémies terribles, toutes sortes de drames causés par les hommes ou par la nature. Et finalement, ce château arrive jusqu'à nous, alors pas intact, mais riche de toute cette histoire, de cette sédimentation du temps qui a fait que chaque règne, chaque souverain, chaque époque y a laissé son empreinte. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais il y manque une chose fondamentale. Il y manque la vie. Il y manque l'évocation de ce qu'étaient les fastes d'antan. Alors on peut faire des expositions où on montre des images, des tableaux, on ressuscite des costumes. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut faire lorsque on fait appel à ce qu'on appelle aujourd'hui des reconstitueurs, c'est-à-dire des gens qui sont des passionnés et dont le but justement c'est à partir des lieux qui existent de se servir de ces lieux comme le décor authentique, pas des décors fabriqués. Le décor authentique, on n'est pas dans le métaverse, on est dans le concret des décors authentiques et qui n'ont pas de plus grand bonheur qu'à partir de costumes magnifiquement dessinés à partir de dessins originaux, recréer cette époque pour le plus grand bonheur du public. Au fond, ça permet quoi ça permet une identification. Vous êtes là dans un lieu exceptionnel et tout d'un coup, en face de vous, vous avez des personnages qui animent le lieu, et là, on se retrouve. Alors, on l'a fait beaucoup pour Napoléon, mais on pourrait le faire pour Louis XV, pour Louis XVI, etc. Et on se retrouve. Moi, j'ai un souvenir personnel très très fort qui était en 2014 quand on a célébré
c'était l'anniversaire des adieux de l'empereur 1814, et j'étais là parmi plein d'autres, une foule considérable massée dans la cour d'honneur, qu'on appelle d'ailleurs la cour des adieux du château de Fontainebleau, avec des écrans géants dans toute la ville de Fontainebleau. Les hôpitaux étaient en alerte tellement il y avait de monde à ce moment-là, et on a vu apparaître l'empereur en haut de cet escalier, reconsidérer la foule, descendre les marches très lentement. Alors, il y avait une petite pluie fine en 1814, là il y avait un joli ciel gris aussi ce jour-là, et embrasser le drapeau, prononcer ce discours extraordinairement émouvant, mais d'un seul cri, enfin, la foule s'est tout d'un coup animée à pousser un grand cri en disant vive l'empereur, vive l'empereur. C'était prodigieux, on s'y croyait. Et c'était pourtant un comédien, un Américain ou un Canadien, je crois, qui sont quelques-uns à incarner l'empereur dans ces grandes reconstitutions, et qui avait été sélectionné par ses pairs pour jouer ce rôle. C'était donc un acteur, mais c'était tellement fort dans ce lieu qu'on s'y croyait. Voilà, et effectivement, cette dimension d'expérience, elle peut aussi s'étendre, j'imagine, à des jeux vidéo, à beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense à la reconstitution du Paris du XVIIIe siècle dans Assassin's Creed, qui était quand même un truc extraordinaire au moment où c'est sorti, avec effectivement des conseillers historiques qui étaient des professeurs de l'éducation nationale. Il faut trouver aujourd'hui la grammaire pour parler effectivement à des générations qui lisent moins, qui ont un rapport au monde qui est tout à fait différent du nôtre, en fait. Oui, tout à fait. Et on a aujourd'hui les outils pour ça. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'expérience qui est proposée à la Défense et qui va bientôt gagner le centre de Paris, qui est une visite de Notre-Dame. Notre-Dame, au moment de sa construction. Et donc, vous entrez dans une pièce, on vous équipe de casques, d'une sorte de sac à dos un peu lourd. Les Oculus Rift. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Des casques de réalité virtuelle. Absolument, c'est tout à fait ça. On a un sac à dos parce qu'il y a la batterie qu'on a dans le dos. On se balade dans un endroit qui, quand on enlève le casque, est une démystification terrible parce qu'on est dans une grande salle, on voit des pauvres gens qui se baladent un peu ahuris aussi comme ça. Mais quand on entre dans ce dispositif, c'est prodigieux, réellement prodigieux. D'autant que, comme vous le disiez, c'est réussi lorsqu'on fait appel à de vrais historiens, à des scientifiques, à des gens qui transmettent leur savoir et qu'il est illustré justement dans ces endroits. Donc on se balade dans Notre-Dame en cours de construction, on est accueilli par un tailleur de pierre qui vous explique comment, et on a le vertige quand on grimpe dans les tours de Notre-Dame en construction, et puis on passe les siècles et on arrive jusqu'à aujourd'hui où on est en train de refaire cette cathédrale plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Donc c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Alors Jean-François, vous parliez effectivement de la revitalisation du patrimoine, du fait qu'il fallait aujourd'hui, outre cette dimension d'expérience pour toucher finalement les citoyens que nous sommes, trouver de nouveaux usages, ce qui a toujours été, j'imagine, une problématique pour les monuments historiques. Donc est-ce que vous avez effectivement aujourd'hui une vision et des exemples de ce sujet ? Alors, dans la politique dont j'ai la charge, il y a la protection du patrimoine, donc tout ce qui peut être fait pour le protéger au maximum. Il y a aussi sa transmission et sa restauration. Et puis, en effet, il y a ce volet vraiment très important qu'on investit de plus en plus. Alors, l'État, mais aussi les collectivités territoriales, mais aussi les propriétaires privés. Il faut toujours avoir en tête que l'État, lui, est propriétaire, je vais dire une bêtise, de 3% au maximum du patrimoine protégé. On a 44 000 monuments historiques en France, donc 3%, c'est pas grand-chose. Le reste, ce sont des propriétaires privés pour moitié, le reste, c'est des collectivités territoriales. En pourcentage, les châteaux, les églises, enfin comment Alors, ça... l'essentiel, il faut bien le dire, c'est un patrimoine qui appartient aux collectivités territoriales et qui sont les petites chapelles et toutes les églises dans les campagnes. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus la pratique religieuse qu'on a connue, évidemment, au 19e
et pas non plus au XXe siècle. Les églises sont moins fréquentées. Très souvent, les paroisses regroupent plusieurs communes, et donc il y a des églises qui sont désaffectées. Et c'est un vrai sujet, parce que par ailleurs, elle représente un témoignage historique. L'église, c'est le cœur du village. Si elle est plus occupée, elle se dégrade. Les collectivités, les petites communes n'ont pas les moyens, souvent, en tout cas pas toujours, d'entretenir ce patrimoine. Et c'est un vrai sujet. Ça a donné lieu à des colloques au Sénat, parce qu'évidemment, les élus s'en préoccupent. Et nous, de plus en plus, on pousse en liaison avec les paroisses, avec les communes, à d'autres usages, en fait. On a des exemples très, très avancés dans les pays du nord de l'Europe, où aux Pays-Bas, on n'hésite pas à transformer une église en bibliothèque, je sais pas, en sanatorium. Enfin, on peut avoir beaucoup quand d'usages. Même avec une vocation qui n'est pas complètement orthogonale avec le... Non, je sais pas si on ferait un sex shop dans une église. Je pense que les Néerlandais... bien que je non. pense que les Néerlandais en seraient capables. mais nous, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'on y arrive, et on a quelques exemples, en fait, de réutilisation, en effet, plutôt proche, plutôt collective, sociale, évidemment. Mais il faut qu'on aille plus résolument dans cette direction. Et puis, par ailleurs, il y a des grands monuments. Je pense à un sujet qui me préoccupe, parce qu'il est devant nous, et que on y travaille très très fortement, qui est l'abbaye de Clairvaux. L'abbaye de Clairvaux, c'est l'abbaye cistercienne que tout le monde connaît, mais ça a été aussi... l'abbaye de Saint-Bernard, c'est l'abbaye de Saint-Bernard. Saint-Bernard. Exactement. C'est une fille de Cîteaux qui a elle-même donné lieu à quantité de créations monastiques en France et dans toute l'Europe. Et c'est aussi une abbaye qui, après la Révolution, a été transformée en prison par Napoléon, et l'administration pénitentiaire a conservé l'usage de cette abbaye dans l'Aube elle va la conserver jusqu'à l'année prochaine. Et puis l'administration pénitentiaire a décidé que c'en était fini de Clairvaux, on va créer un autre centre pénitentiaire ailleurs, et on se retrouve... C'était la centrale de Clairvaux. C'est toujours la centrale de Clairvaux. C'est toujours la centrale, mais il reste plus que quelques prisonniers détenus aujourd'hui. Mais ça a été, dans l'histoire de l'administration pénitentiaire, il y a eu des révoltes il y a eu des morts dans cette abbaye, dans cette prison, cette centrale, des très très grands détenus. Carlos a été là, d'autres également. Blanqui, mais tout à fait. Et puis je crois que il y a une nouvelle extraordinaire de Victor Hugo sur un prisonnier, Claude Gueux. Je crois que ça se passe à Clairvaux. Absolument, il a d'ailleurs écrit un très joli livre là-dessus. Et donc il y a une histoire. Jean Genet aussi. Jean Genet, tout à fait. Donc on a un passé monarchique, monachiste, oui, je sais pas, on dit comme ça. Et puis on a un passé carcéral qui est tout aussi fort, en fait. Et donc, c'était le cas du Mont-Saint-Michel aussi à un moment. Enfin, il y a eu beaucoup ça a été le cas de beaucoup de monuments après la Révolution. Et donc, on se retrouve avec 30 bâtiments extraordinaires, classés monuments historiques, tous sur 30 hectares, qui vont être délaissés par l'administration pénitentiaire. Et donc on se tourne vers qui ? Vers le ministère de la Culture. Et les collectivités disent, écoutez, c'était un atout considérable pour notre territoire. Il y avait des familles qui venaient rendre visite aux prisonniers, il y avait les familles des gardiens, c'était tout un écosystème très important. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on va faire demain de cet ensemble exceptionnel ? Donc on est en train de travailler à ça, on a lancé un appel à projet, on va voir qu'est-ce que le secteur privé peut imaginer comme nouvelle activité, nouvel usage, parce qu'il est clair que quand on n'utilise pas les bâtiments, ils se dégradent et ils finissent par mourir. Et c'est donc une préoccupation très très forte pour les monuments historiques. Je dirais que c'est presque la préoccupation la plus forte, qui est de conserver un usage. L'usage qui a été le sien à travers le temps, ou un nouvel usage. Et quand on regarde nos monuments, regardez le Val-de-Grâce, regardez les Invalides, tous ces grands monuments ont eu un usage à un certain moment, puis ils ont été transformés très souvent en école, en dispositif collectif, et puis ensuite on trouve d'autres usages. L'important, c'est de trouver un usage qui colle avec les besoins de la collectivité et qui redonne vie à ce patrimoine.
patrimoine. Il faut revitaliser quand il y a un risque de dévitalisation. Et vraiment, je pense que l'image est juste. Il faut, et moi j'ai aussi eu ce cas à Fontainebleau, et on l'a pour beaucoup de lieux qui ont été occupés par l'administration militaire. Là, je parlais de l'administration pénitentiaire, mais aussi l'administration militaire qui s'est contractée à travers le temps, on le sait, qui occupait des bâtiments extraordinaires qui aujourd'hui doivent trouver un nouvel usage. Et on a heureusement, fort heureusement, de très beaux exemples de réutilisation réussie. Par exemple par exemple, dans certaines collectivités locales, on a des transformations d'hôtels-lieux en hôtels prestigieux ou en centres pour des enfants. Enfin, il y a quantité d'exemples un peu partout. Et j'imagine que Clairvaux, pour le département de l'Aube, si on trouve un usage fort, c'est quand même une source de fierté et d'attractivité pour le territoire qui peut être extraordinaire. Oui, mais c'est, reconnaissons-le, un vrai défi, parce qu'on est dans l'Aube, c'est un département très pauvre, un des plus pauvres de France. Il y a un atout pour Clairvaux, c'est l'autoroute, parce que c'est une jonction entre l'Europe du Nord, l'Allemagne et puis la France, mais c'est pas forcément très accessible, donc il y a tout un travail à faire d'accessibilité. Voilà, j'espère qu'on va trouver. L'appel d'offres est en cours, les bâtiments sont, le site est extraordinaire, hein. On a déjà, et ça c'est bien pour attirer d'éventuels repreneurs, restaurer déjà un bâtiment, plusieurs bâtiments qui ont retrouvé leur lustre. Alors pour le coup, c'est des bâtiments du 18e, donc tout à fait exceptionnels. Et donc on va continuer, mais c'est une œuvre de longue haleine. Alors Jean-François, il y a un autre sujet qui est au cœur de l'actualité, qui est le développement durable, qui est et c'est un thème qui n'est pas évident quand on parle du patrimoine, et pourtant je crois que c'est au centre de vos travaux actuels. Oui, il est à la fois évident et pas évident. Je commence plutôt par le pas évident. Il est pas évident parce qu'en fait on a eu ces dernières années un peu de difficulté à concilier des impératifs difficilement conciliables. Le patrimoine, c'est la protection du patrimoine, c'est sa mise en valeur. La transition écologique, ou en tout cas un des éléments de la transition écologique, qui est la transition énergétique, avec les éoliennes, avec les panneaux photovoltaïques, avec l'isolation thermique, quantité de dispositifs de ce type. Finalement, le patrimoine, c'est aussi la beauté de la France. Oui. La beauté des paysages. Alors la beauté des paysages, ça, normalement, c'est le ministère de la Transition écologique qui en est responsable, donc c'est plutôt une très bonne chose. Mais évidemment, à l'intérieur de ces paysages, il y a les monuments historiques, il y a tout ce qui est à protéger et qui est évidemment très important. Et donc, on a quelquefois eu des difficultés à concilier tout ça, parce que c'est clair que si on peut pas mettre une éolienne à une distance trop faible d'un monument historique, sauf à vouloir complètement en gâcher l'appréhension. Si on installe des panneaux voltaïques sur des monuments historiques, on porte aussi une grave atteinte à leur beauté intrinsèque. Donc c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Dans le temps, on a, alors pour les spécialistes, il y a eu une loi en 2016 qui a beaucoup fait progresser la protection du patrimoine. On a mis en place quantité d'outils nouveaux, par exemple la création de domaines nationaux autour des grands châteaux, des grands domaines qui ont un lien avec l'histoire de notre pays, en déclarant que ils étaient inaliénables et qu'à l'intérieur de ça, on allait les reconstituer pour garder la mémoire de notre histoire. Ça, c'est très positif. 2 ans après, il y a eu une loi qui s'appelle la loi Elan, qui était beaucoup plus pour la construction, et là on a porté quelques en torse à cet avis de l'architecte des bâtiments de France, qui est si important et si décrié par certains, à tort évidemment à mon avis. Donc là il y a eu un petit recul de la protection du patrimoine. Finalement on est un peu sorti de cette difficulté. Pourquoi ? On est sorti de ça parce que la transition écologique est devenue une priorité gouvernementale. C'est-à-dire que, et on le voit dans la composition du gouvernement telle qu'il est affiché aujourd'hui, cette priorité est la priorité transition écologique. La ministre de la Culture a décidé, elle n'était pas obligée de le faire, mais elle a décidé, Rima Abdul-Malak, nouvelle ministre, a décidé que pour le ministère de la Culture, ce serait une des 4 ou 5 priorités parmi d'autres, mais quand même une des 4 ou 5 priorités de son action. Et donc,
Aujourd'hui, on cherche d'autres voies que cette espèce de choc de normes, un coup en avant, un coup en arrière. Je pense qu'il faut sortir de cette problématique tellement française de faire des textes de toutes sortes. Le français est un bureaucrate dans l'âme, c'est-à-dire que c'est, enfin, je sais pas. On lit des choses sur les soviétiques, mais quand on regarde notre activité à nous, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'écrire les choses, de normer, d'être derrière un bureau pour dire si oui ou non on peut faire les choses. Je pense qu'il faut en sortir, il faut faire confiance aux acteurs du terrain, il faut donner des cadres, il faut donner des directives, mais il faut se dire qu'en matière de patrimoine et de transition écologique, c'est aux acteurs de terrain de trouver les meilleures solutions. Donc on est dans cette problématique-là de se dire, essayons ensemble d'indiquer une direction et de laisser aux acteurs de terrain le soin de savoir si les panneaux photovoltaïques doivent être rouges, verts ou bleus, d'être telle inclinaison ou telle autre, voilà, dans tous ces domaines de l'isolation thermique, des panneaux photovoltaïques, il faut faire confiance au terrain et vraiment au niveau local. Et c'est dans ce dans quoi on est engagé. Et puis un autre élément qui est quand même lié à une prise de conscience de plus en plus forte que le patrimoine, finalement, c'est un atout pour la transition écologique. Pourquoi ? Parce que le patrimoine, intrinsèquement, dans son être même, dans son essence même, il est constitué de matériaux qui sont des matériaux anciens, qui sont des matériaux solides, qui ont résisté au temps précisément. Il a en plus une empreinte sur le sol légère, extraordinairement légère. Le réutiliser, c'est éviter d'utiliser des sols supplémentaires et donc de les artificialiser. De les artificialiser, bravo de l'avoir bien prononcé. Donc on est parfaitement dans la cible de cette loi sur l'artificialisation des sols. Je réussis aussi à le dire. Donc il y a une sobriété aussi du patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi fondamental pour notre cadre de vie dans les centres-villes. Les Parisiens notamment ont redécouvert à cause de la crise sanitaire le charme des petites et des moyennes villes. Au fond, on a vu cet exode qui est réel en direction de toutes ces communes qui ont été désertées, en tout cas pour leur centre, pendant des années. Aujourd'hui, les gens ont envie de les réinvestir. Et donc, réinvestir, c'est pas forcément des lieux classés, ça peut être mais en tout cas, c'est du bâtiment ancien. Et ce bâtiment, on retrouve la problématique de la réutilisation, de la revitalisation, avec ces gens qui quittent les grandes métropoles pour réinvestir des petites villes. Et là, le patrimoine est un atout absolument considérable. Et puis j'ajoute que le patrimoine, c'est aussi des métiers. Travailler sur le patrimoine, c'est faire appel à des métiers locaux, à des compétences, des compagnons, des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire. Et ce faisant, on préserve une autre forme de notre patrimoine. J'aurais pu le citer dans la définition même du patrimoine, et on reboucle comme ça les métiers du patrimoine. C'est les doreurs, les charpentiers, les gens qui travaillent sur les décors. Tout ça, ce sont des gens qui disposent d'un savoir-faire extraordinairement précieux. Alors Jean-François, nous arrivons à la fin de cet entretien et j'ai une petite tradition dans Reboussolage qui est de demander à mon invité quelle serait une source ou plusieurs sources d'inspiration. C'est l'embarras du choix, je dirais, même si c'est compliqué. J'aurais tendance à vous dire que... Évidemment, je pense à Fontainebleau parce que Fontainebleau, ça a été tellement important pour moi comme expérience. J'ai tellement hanté, c'est pas le terme parce que je me compare pas aux gens qui ont vraiment hanté ce château, mais j'ai arpenté ce lieu avec des visiteurs ou tout seul. C'est un lieu tellement magique. Enfin, il est humain, il est beau, il est chargé d'histoire. Donc ça, franchement, que ce soit Fontainebleau ou le reste, ou les châteaux de la Loire, allez-y, usez et abusez de ces lieux magnifiques. Mais puisque j'ai beaucoup parlé du patrimoine bâti, je dirais, j'ai un peu tendance à
en sortir et à vous dire que un lieu de ressourcement et d'émerveillement constant, c'est quand même la nature et les paysages et tout ce que nous offre le don du ciel, si on peut dire. Moi, j'ai un coin de paradis qui se situe en Provence, quelque part près du Ventoux, et là, c'est un lieu de ressourcement incroyable. J'évoque juste cette période bénie, je devrais pas le dire parce que ça a été terrible pour beaucoup de gens, mais j'ai eu la chance d'être confiné, en tout cas pendant le premier confinement, dans cet endroit, voir arriver le printemps, voir le printemps s'éveiller, la nature progressivement s'épanouir, c'est un véritable enchantement. Donc je pense que je partage ça avec énormément de gens, mais avoir le contact avec la nature, ça fait aussi du bien quand on est en permanence, on travaille en permanence sur la défense de notre patrimoine. On va terminer sur cette note enchanteresse. Merci beaucoup Jean-François Hébert. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.